Merci. Alors préparez-vous, vous allez bientôt poser des questions. Mais avant, j'en avais quelques-unes encore. Tu parlais tout à l'heure à quel point ça avait été nouveau pour toi de diriger un acteur, Robert De Niro, mais ça ne doit pas être simple de diriger une troupe non plus, un corps de ballet. Écoute, ouais, c'était plus simple de le faire à l'étranger d'abord, donc je l'ai fait à New York. Et j'avais jamais été voir un ballet de ma vie, et on m'a proposé de faire une œuvre sur l'extérieur ou l'intérieur du New York City Ballet. Et quand j'ai été là-bas, j'ai poussé la porte de la grande salle qui était vide et qui compte 3000 personnes, elle est incroyable. Et j'ai demandé, et là, on peut faire quelque chose? Et ils m'ont dit, non, non, là, c'est pas possible, c'est des chorégraphes qui font des choses, donc on peut pas... c'est-à-dire, on peut pas te laisser la scène, ou tu peux pas faire quelque chose sur la scène, puisque ça dépend des chorégraphies qu'on présente. Et en fait, j'ai insisté un peu, et j'ai dit, non, mais si vous me laissez genre 15 secondes, ou 30 secondes... j'ai été voir un ballet, et ce soir-là, j'ai été voir quelque chose qui n'était pas incroyable, donc ça m'a paru super facile. J'ai dit, ah bon, c'est ça le ballet? Et en fait, j'étais tombé sur une soirée où c'était pas dingue. Quand j'y suis retourné après, j'ai eu la peur de ma vie, parce que je m'étais déjà engagé dans le projet. Et le directeur du New York City Ballet a eu le courage de me laisser faire un ballet de 10 minutes, et donc un format court, mais qui serait présenté avec plein d'autres formats courts. Et il m'a laissé 4 mois pour le préparer. Et l'histoire que j'ai voulu raconter sur cette scène du New York City Ballet, c'était l'histoire des émeutes de Montfermeil, qui ont été le début de mon travail, et qui ont enflammé ensuite toute la France. Et en fait, j'ai voulu faire jouer l'Adj par ce danseur qu'on voit, qui s'appelle Lil Buck, et de représenter un peu ce qu'il était dans son quartier à ce moment-là. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de faire le médiateur, et puis à un moment, tout pète autour de lui. Et il a fait un documentaire qui s'appelle 365 jours à Clichy-Montfermeil, où il filme vraiment les émeutes de l'intérieur, et il se filme en train de parler aux jeunes, en train de renvoyer des gamins de 15 ans avec des pierres chez eux, parce qu'il est plus âgé qu'eux, parce qu'il comprend mieux son quartier que certains, et c'est assez impressionnant à voir dans ces images. Et face à nous, à cette époque, il y avait les journalistes, et on avait du mal à se placer, parce que tous les jeunes du quartier les voyaient comme... Parce que tout le quartier était bouclé, c'était assez impressionnant, et les journalistes ne pouvaient plus rentrer, donc filmer de l'extérieur avec des téléobjectifs. Et donc c'est pour ça qu'on a représenté Lorraine Lovett comme quelqu'un qui documente, mais de toujours derrière le corps de ballet féminin qui a représenté la police. Donc tout ça est une métaphore, mais en fait, cette idée que les deux filmaient d'un côté et de l'autre, et à un moment se rencontrent, et en fait travaillent avec le même médium, mais deux visions différentes. Sauf que tout ça s'est très bien passé, ça c'est... bon, j'avais pas peur de me planter parce que je connaissais personne dans le monde du ballet de toute façon. Donc en fait, je me suis dit, je m'en fous si ça marche pas, puisque c'est pas mon métier. Et je pense que c'est pour ça que je me suis pas rendu compte de ce que c'était que diriger un ballet. Et d'ailleurs, je sais toujours pas le faire, mais les danseurs m'ont aidé à le faire parce qu'ils voyaient que j'avais pas les mots. En plus, il fallait trouver les mots en anglais. Donc moi, je leur mimais tout. Je leur disais, voilà comment tu jettes un caillou, comment tu vas transposer ça en danse. Et ensuite, tous les danseurs montraient un par un, et à un moment c'était évident, il y en avait un qui avait trouvé le mouvement de ballet qui correspondait exactement au lancer de cocktail Molotov ou de pierre, et c'est comme ça qu'on a... Alors, on entend toujours le rire d'Alexis, il est juste là. Il faudrait juste que vous sachiez que c'est lui qui rit comme ça. Et donc on a fait... à un moment on a calé tous les mouvements comme ça, et puis il y avait une dame derrière, qui est une master de ballet, qui écrivait tous les mouvements. Mais une fois que c'était fini, je me suis dit, ça serait... Enfin, de l'endroit où, quand je suis rentré en France et que j'en ai parlé à plein de jeunes et que je suis retourné là-bas, je leur montré les photos, ça leur paraissait non seulement lointain, mais en plus, en fait, un autre monde. Mais là, j'étais venu avec moi là-bas. Et lui, pour lui, je l'avais vu au milieu des danseurs, il était venu quand je chorégraphiais, leur donner même des directions. Et ça me paraissait pas du tout bizarre de le voir dans cet univers-là. Et donc, à un moment, je me suis dit, pourquoi on ne ramènerait pas tous les danseurs jouer le ballet, mais au milieu du quartier où il n'y a jamais eu un film de tourner, parce qu'à chaque fois il y a des problèmes, il y a des voitures brûlées, etc. Et là, de ramener carrément une centaine de danseurs en tutu dans un des quartiers les plus durs de France. Et bien sûr, personne ne voulait nous assurer, la ville ne voulait pas être derrière le projet. La ville de Clichy, la ville voisine, a dit, écoutez, nous, on peut juste vous mettre à disposition une camionnette et puis 2 plots, mais voilà, il faut savoir que il se peut qu'il y ait des projectiles qui viennent des fenêtres, etc. Et puis à un moment, on s'est dit, on a été sonné au porte-à-porte, vraiment chez tout le monde, et on a expliqué.
Et porte à porte, comme ça, on s'est divisé dans tout le quartier. Et en fait, les gens étaient tellement curieux que les gens avaient l'air de dire, ouais, ok, on voit parce que ça faisait déjà 10 ans qu'on travaillait dans ce quartier. Et même plus. Et donc, quand on a ramené tous les danseurs, il s'est passé une espèce de magie. C'est que tout le monde était figé aux fenêtres, sur les immeubles, en bas, etc., à voir ce qui se passait. On a monté une scène de la taille de l'opéra en bas d'immeuble. Tous les jeunes croyaient qu'il allait avoir un concert de rap. Et d'un coup, il y a des gens en tutu et des garçons au collant moulant qui débarquent en courant. Personne n'a osé les approcher parce que c'était des ovnis. Et c'était des souvenirs incroyables. Et d'ailleurs, on a n'importe qui dans le quartier. Tout le ballet s'est déroulé ça a duré quelques jours comme ça. Et pour moi, c'était une expérience incroyable. Et on a appris aussi beaucoup de danseurs qui étaient de là-bas. Et en fait, on ne voulait pas utiliser d'images qu'on trouve partout sur Internet, qui sont des images ultra-violentes qu'on a vues pendant ces émeutes. On a cherché à recréer tout en danse, parce que dans ce quartier, même s'il y a cette détresse et cette violence qui est supérieure à beaucoup d'autres quartiers en France, on a quand même fait tellement de projets artistiques, il y a eu toujours une énorme énergie à chaque fois qu'on les a fait, qu'on s'est dit, c'est pas impossible de ramener un ballet là-bas. Et voilà, c'est la seule partie qu'on ait fait là récemment. Et sinon, toutes les autres images datent des années, puisqu'en fait, sur toutes ces années, après les émeutes, ils ont détruit le quartier. Donc en fait, quand vous voyez les bâtiments tomber, c'est déjà 8-9 ans plus tard, et on était monté dans les bâtiments la nuit, collé les photos, les portraits que j'avais pris 10 ans avant, et ensuite, quand ils sont venus avec les grues, ils ne savaient pas qu'il y avait des portraits dedans. Donc en fait, nous, on était calés avec des caméras, mais les OE qui sont venus détruire n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Et ça, cette partie-là, on n'a jamais pu avoir l'autorisation. On a dû le faire de nuit, on est monté à une vingtaine dans les bâtiments, on connaissait tous les étages, parce que c'est les mêmes bâtiments que vous voyez avant, ou même d'ailleurs, il y a 15 ans, les jeunes dansaient dans les halls. Donc voilà, il y avait tout qui connectait, et ça a été dur de finir ce film et de dire, ok, en tout cas, peut-être que le projet là-bas n'est pas fini, mais c'est une page qui se tourne. Alors le film... Le film Ellis Island parle d'immigration, et finalement le sujet est assez commun entre les deux films projetés ce soir. Peux-tu nous parler peut-être de ces liens entre les deux films ? Il y a tout ce rapport à l'appartenance, et on entend l'âge dedans, dire qu'en fait, même si c'est un ghetto, c'est insalubre, il se sent chez lui, c'est chez lui. Et tous les jeunes là-bas, d'ailleurs, il y en a plein qui disent « moi je suis pas français », mais quand ils parlent des Bosquets, c'est chez eux, et ils défendraient ce quartier devant n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est très bizarre parce que voilà, ce quartier est tombé et ça a fait un choc pour beaucoup. Et j'ai fait beaucoup plus d'interviews, mais la plupart me disaient finalement à quel point, même si c'était, il y avait des rats, même si c'était tout tombé, parce qu'en fait c'est un quartier, il faut le savoir, c'est très rare en France. C'était pas un quartier HLM, donc c'était pas un quartier qui était dont l'État s'occupait et rénovait. C'était un quartier qui était censé être des barres d'immeubles où vous pouvez vivre des cadres, des avocats, etc., à 15 minutes de Paris par train, et la ligne devait être construite, donc ils ont construit tous ces bâtiments, tout ce complexe, et donc c'était géré par une société privée, mais en fait le train n'est jamais arrivé là-bas, finalement la ligne a avorté, n'a pas eu lieu, et donc d'un coup, ce quartier se retrouvait à 30 km de Paris, très compliqué d'accès, en haut d'une plaine, où il fait plus froid l'hiver, où c'est comme un espèce de microclimat là-bas. Et donc, tous les locataires sont partis, et ensuite, d'autres gens sont venus louer, il n'y a jamais eu de rénovation, et donc c'est vraiment un quartier qui est en complet délabrement. J'ai jamais vu ça nulle part en France. Et donc voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'était quoi ? Ah oui, et donc, la plupart, en fait, étaient vraiment attachés à ce quartier, et donc m'en parlaient avec amour en fait, parce que c'est là qu'ils ont fait toutes leurs armes, etc. C'est pour ça que j'ai gardé ces moments d'interview. Et ils avaient un tel besoin de reconnaissance qu'il y en avait même un qui me disait, et c'était un des chefs des émeutes que j'ai réinterviewé 10 ans plus tard, et qui était d'ailleurs un de mes premiers portraits aussi, avant que les émeutes explosent, et il m'avait dit, écoute, à cette époque-là, si tu regardes bien, à 20h, on n'était pas dans la rue. Je dis, pourquoi ? Il me dit, parce que tous les soirs, on rentrait à la maison et on se regardait au JT pour voir si on se voyait. Et il dit, c'est sûr, je te jure, il n'y avait personne entre nous. À 20h, ça pétait jamais.
Et il dit, on faisait tout ça pour se voir à la télé. Et donc c'est marrant parce que je me rappelle de Paris, on avait l'impression qu'ils allaient nous envahir de tous les médias dans le monde, et raconter. Et en fait, ils disaient non, on cherchait juste à passer à la télé. Et c'est vrai, il y avait cette espèce de besoin de reconnaissance énorme. Et ensuite, donc, qui s'est traduit, les médias ont joué un rôle énorme, puisqu'ils ont même dû arrêter de donner le nombre de voitures brûlées. Sinon, il y a de plus en plus de quartiers en France qui brûlaient des voitures et qui essaient de battre le record d'autres quartiers. Et donc voilà. C'était assez. C'est la première fois que je me suis rendu compte de la distorsion à travers les médias. Et c'est en parlant, en passant vraiment des mois et des mois là-bas, que j'en suis venu à aller voyager. Parce que je me rappelle, c'était un moment en 2005, 2004, enfin, on en a toujours parlé, mais on parlait comment ça s'appelle, du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien. Et je me rappelle me retrouver dans des cages d'escalier, dans des débats énormes où en fait on se regardait tous et. Qui a déjà été en Israël? Personne. Qui a déjà été en Palestine? Personne. Qui connaît un Israélien ou un Palestinien? Personne. Mais tout le monde avait une idée arrêtée sur le sujet. Et je me suis dit, non, c'est dingue, c'est un peu comme les gens de Paris qui pensent de eux dans les banlieues, et en même temps, ce décalage, et c'est comme ça que je suis parti ensuite, et j'ai eu envie d'aller traverser d'autres frontières, et de voir justement ce rapport entre l'image qu'on a et en fait l'image qui est sur place. Alors, je suppose que vous avez de nombreuses questions. Je vais passer la parole au public. Il faut que tu me dises où c'est, parce que tout est noir pour moi. Je sais pas, il n'y a pas de lumière ce soir, c'est vraiment... Est-ce que quelqu'un a une question? J'avais oublié qu'en Suisse, personne ne posait des questions. Oui, devant. Oui, juste vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Oui. Donc... Suisse qui se lève. Voilà, donc... dans le premier film, dans Ellis Island, donc, Robert De Niro marche sur les photos, et après, dans le deuxième film, la grue déchire les photos. Est-ce que vous n'avez pas de respect pour les photos, monsieur G.R. Je connais ce monsieur, c'est une honte. D'habitude, je fais en sorte qu'on ne laisse pas rentrer. Il n'est même pas suisse, d'ailleurs. Alors, enfin, depuis 2 semaines, c'est vrai. Depuis 2 semaines. Alors, non, c'est un très bon point dans le deuxième film, en tout cas. L'idée de les voir, on avait appelé ce projet à l'époque, donc en 2004, Portrait d'une génération. Mais j'avais jamais pensé que ces portraits prendraient un tout autre sens 10 ans plus tard. Et à un moment, on a vu une des premières barres, donc 7-8 ans après, se détruire. Et on s'est dit, putain, c'est dingue, ils vont détruire tout le quartier. Donc on a été une nuit dans un autre immeuble d'ailleurs, et on a collé juste des yeux. Et on a regardé le truc se détruire. Et on s'est dit, waouh, c'est nul en fait, il faudrait mettre des visages. Donc on est allé voir une autre tour, et on a tout recommencé. Et là on s'est dit, bon, non, cette fois-ci on met vraiment tous les portraits, et on s'est répartis. Et avant ça on s'est dit, bon, comme il y a une chance que ça rentre bien, il faudrait peut-être demander l'autorisation. Donc il y avait toujours un ministre en France qui me disait, ne t'inquiète pas, si un jour tu as un problème, appelle-moi, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Donc j'étais voir le ministre de la Culture, j'ai dit, voilà, justement, j'ai un truc, et le bâtiment qui est là-bas, ils vont le détruire là dans un mois, je veux juste coller dedans, je viens, vous me laissez l'autorisation, je colle, et ensuite je peux filmer ce bâtiment en train de tomber. Problème, on va regarder ça. Quelques jours après, nous sommes désolés, c'est l'office HLM, nous ne pouvons pas t'aider là-dessus, vraiment, comprends-nous, on adore ce que tu fais, mais on ne peut pas t'aider. Donc à un moment, on s'est tous regardés, on s'est dit, bon, ok, on va y aller par nous-mêmes. Donc on a fait un plan de chaque étage, on y est allé la nuit, on a préparé les sauts de colle, donc on est rentré dedans. Il y avait un garde et un chien. Alors le garde, c'était pas le problème, mais le chien, un chien qui n'a pas mangé depuis quelques jours et qui court partout comme ça peut être un problème. Donc une fois, on a attendu tous, on était tous au grillage, et quand on a vu qu'il était de l'autre côté, on a entrouvert le grillage, on a couru dans l'immeuble et on est monté dans les étages, en se disant que jamais le chien monterait. Ensuite, on s'est répartis entre chaque étage, et on a collé. Et donc on avait vraiment mappé l'ensemble pour savoir exactement, parce qu'on ne voyait rien dans l'immeuble, on était avec des lampes torches, il ne fallait pas qu'on nous voie d'en bas. Donc on a tout collé en quelques heures, et ensuite on est redescendu. Et je me rappelle, il faisait noir, on était 25 comme ça en bas,
Il fallait juste qu'on ressorte. Et on voit pas le chien, on se dit bon, c'est bon, ok. Les 10 premiers, et donc je faisais partie des premiers, on part, on court, on ouvre le grillage, et là quand on sort avec tous nos sauts de colle et tout, il y a une voiture de la brigade anticriminalité, la BAC, qui s'arrête, et qui va comme ça, et qui met gyrophare, et dit oh, qu'est-ce qui se passe là? Et donc on dit non, attendez, bougez pas, tout le monde bouge pas, et ensuite ils appellent une voiture, il y a une autre voiture qui arrive, et là on se dit merde, donc on reste tous comme ça, et donc ils viennent avec des lampes comme ça, et en fait l'autre derrière était censé, justement, on s'était répartis en 2 groupes, était censé ne pas venir avec les 10 autres, pour pas qu'on se fasse prendre. Et en fait lui il s'est dit, ben non, il n'y a pas de problème, et après il fait, c'est bon, la voie est libre, et il envoie les 10 autres au casse-pipe, et donc les 10 autres arrivent, pris, alors les flics disent, venez tous, regroupez-vous là, et ensuite il dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors on dit, bah voilà, rien. C'est vrai, on ne savait pas quoi dire, donc il y en a un qui dit, oh bouge pas, chef, j'y vais, je vais voir. Et donc il rentre, je dis, attendez, il y a un chien, il n'est pas gentil du tout, au moins regardez que le chien ne soit pas là. Donc le flic a peur, etc. Donc il y en a un autre qui fait le tour, il dit non c'est bon, le chien apparemment est là-bas vers l'Algeco, donc il monte, et il redescend et il dit, chef, je comprends pas, il y a que des bouts d'affiches à tous les étages, un bout de dent, un bout d'œil, un bout de nez. Et le mec dit, mais pourquoi vous faites ça les gars, ça va être détruit ça. Il dit, ouais, on n'avait rien à faire ce soir. Voilà. Et donc, pendant ce temps, donc ça prend 15-20 minutes, il y a tous les jeunes du quartier qui commencent à arriver et à se mettre tout autour comme ça. Et donc nous, on prépare nos papiers, on sort, et les flics comprenaient vraiment pas. Et donc, comme ils sentent qu'il y a une espèce de pression qui monte dans le quartier, et puis 20 mecs à mettre dans 2 petites voitures, c'est un peu compliqué. Donc au bout d'un moment, il y en a un qui dit, bon, prends les noms de tout le monde, et puis on y va. Donc ils ont commencé à prendre, etc. Et on se faisait passer les cartes d'identité, donc ils ont remarqué 4 fois le même nom. Ensuite, ils sont partis, on est rentrés, et en fait, on a guetté le jour où la grue allait arriver, et ce jour-là, on est arrivé, on a dit au mec qui allait détruire, on a dit voilà, on vous explique, dans certaines tranches de l'immeuble, vous allez voir des images, c'est pour ça qu'on va être là autour de vous des fois à filmer, on s'est mis sur des toits en face, etc. Et on aimerait aussi mettre une petite GoPro sur la grue. Et les gars, ils ont dit ouais, c'est quoi ce projet? On dit, vous inquiétez pas, mais des fois, on vous demandera même de ralentir un petit peu, mais en contrepartie, vous pouvez vous garer où vous voulez, vous bossez aux horaires que vous voulez, faites comme chez vous. Donc les gars ont dit, bon ok, du moment que nous on détruit la barre dans les temps, et en fait à partir de là, c'est pour ça qu'il y a des plans d'ailleurs au drone, parce qu'on a réussi à tourner 20 minutes de drone avant que la police arrive et fasse arrêter le drone, parce qu'on n'avait pas l'autorisation, et ensuite tout le reste a été filmé des fenêtres de chez les gens, et c'est comme ça qu'on a pris toutes ces images. Et en fait, il y a des gens qui étaient là dans le quartier, qui regardaient, et qui pensaient que ces portraits qui étaient sur les bâtiments avaient toujours été là. Et donc il est né une énorme théorie de ce quartier était maudit, tous ces portraits sont là. Et c'était incroyable parce que les gens y croyaient vraiment, pensaient que ces portraits avaient toujours été là, que c'était impossible que quelqu'un les ait mis là. Et donc, en fait, personne n'a jamais vu ça, à part les quelques personnes du quartier qui étaient là. Et quand j'ai récolté toutes ces images, c'était même avant que je fasse le ballet, je les ai mis de côté, je ne savais pas quoi en faire en fait, je ne savais pas comment les monter. Et j'ai commencé à les monter toute seule, à juste faire un film là-dessus, et en fait je me rendais compte qu'il manquait toute l'histoire du quartier. Et quand j'ai commencé le ballet, j'ai commencé à recroiser. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question monsieur, mais ça m'a permis de raconter l'histoire. Est-ce qu'il y a une autre question? Là. Oui. Criez, on vous entend. Elle est venue comment l'idée de faire des photos en noir et blanc avec une trame derrière? Alors, en fait, l'idée des photos en noir et blanc, c'est que j'avais pas la couleur à l'époque, donc et puis ensuite c'était moins cher de faire des photocopies comme ça. Donc c'est né comme ça, et aussi ça se dénotait du langage publicitaire, donc on reconnaissait beaucoup plus facilement des photos en noir et blanc qu'en couleur. Et j'utilise des machines de plan d'architecte en fait pour faire ça. Donc c'est pas des machines c'est des machines qui sont faites juste pour imprimer des lignes. Et en fait, moi je leur envoie des aplats de noir et ça marche. Enfin, des fois la machine brûle un peu, mais ça fonctionne. Et donc quand j'ai commencé à demander aux gens de m'envoyer leurs propres photos, et c'est un projet qui s'appelle Inside Out, donc des fois quand on voyait des petites affiches dans la rue, enfin petites, c'est 1,50 m par 1 m,
c'est pas moi qui les ai collés ni pris les photos, c'est juste des gens qui ont pris des gens en photo ou qui sont pris en photo, qui me les ont envoyés. Nous on est une équipe, on les imprime en grand format et on les renvoie partout dans le monde aux gens sans leur demander pour quel projet c'est. Et ensuite les gens les collent où ils veulent et avec le message qu'ils veulent. Alors il y a des pays où ils le collent juste pour l'amour de l'art, pour que les enfants soient ensemble, pour X raisons. Et dans d'autres pays, ils le font pour défendre la démocratie, pour exister, pour se battre contre leurs droits. Et en fonction des contextes, si vous regardez différents projets sur Internet, vous verrez qu'il y a des gens qui, au même endroit, au même moment, ont utilisé ça dans un endroit c'est de l'art, un autre c'est un crime. Et je voulais unifier le fait que peu importe l'appareil que vous avez, et donc j'ai toujours tramé les photos depuis le début. Donc en fait, peu importe si vous m'envoyez une photo avec un super appareil ou avec un téléphone, tout de suite, quand on l'imprime, on la trame, et souvent pour reconnaître toutes les affiches, on vous envoie un fond tramé même pour unifier l'ensemble. Et c'est comme ça qu'est née cette idée vraiment que tout le monde était à la même qualité, peu importe l'appareil. Pardon ? Ah, bah, des fois je fais vraiment des photos avec mon téléphone. En fait, peu importe, en vrai, avec un téléphone, vous pouvez faire les grands formats comme on a vu là. Pendant longtemps, j'ai utilisé, quand le 5D était sorti, c'était génial. Ensuite, j'ai utilisé des petits, ils ont sorti des petits Fuji qui faisaient des bonnes photos. Là, d'ailleurs, on pourrait faire une photo. J'ai un copain qui a un appareil, je l'ai jamais utilisé, mais je vais en profiter. Il faut juste appuyer, c'est tout. Comme ça, une photo de tout le monde, c'est beau, vous êtes beau. Bon, si elle est floue, c'est son appareil. Mais voilà, D'autres questions ? Peu importe l'appareil. Oui. Oui, pardon. Vous pouvez dire un mot sur votre film avec Agnès Varda? Ah oui. Alors, Agnès Varda, c'est une femme incroyable que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, en juin dernier, par quelqu'un. Elle m'a envoyé un email en disant voilà, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et puis quand j'ai été la voir, elle a 87 ans, elle a commencé à m'engueuler. Oui, j'étais à ton vernissage, t'étais pas là, t'étais pas venu voir, j'étais là, j'ai fait mon portrait à tel endroit. Et en fait, elle avait été à plein d'expos, etc. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop les vernissages, donc souvent je me cache. Et donc on s'était jamais rencontrés. Alors que moi je voyais tous ses films, elle m'avait beaucoup inspiré. Et donc j'ai été dans son atelier, et puis j'ai fait une photo d'elle avec mon téléphone d'ailleurs. Et elle était vraiment floue, j'avais honte, elle était vraiment pas belle. Donc j'ai dit, viens à mon atelier et j'aimerais refaire cette photo, mais en mieux. Et donc elle est venue le lendemain. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble et à s'appeler, à se dire, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et on a vraiment commencé à faire un film sans avoir l'idée du film. Et puis petit à petit, en fait, on a commencé à écrire l'histoire. On a été tous les deux à la rencontre des gens un peu partout. Et puis en faisant ça, je me suis rendu compte que petit à petit, elle perdait un peu la vue, la mémoire, et elle me l'a avoué. Elle m'a dit, tu sais, chez moi, tout fout un peu le camp, et j'aimerais que tu m'aides à me rappeler du plus d'images et de souvenirs et de visages avant que tout disparaisse. Et donc, on est en train de tourner, là même en ce moment, j'y étais encore hier, et on part à la rencontre de plein d'endroits, et des fois, je mets en image des idées qu'elle a, des fois, elle met en image des idées que j'ai, c'est une collaboration. Mais c'est surtout très impressionnant pour moi de travailler avec quelqu'un qui a des souvenirs de 1938, des souvenirs de 1945. En fait, elle name drop pas, elle year drop. Elle a toujours une histoire dans une année où j'en ai entendu parler que dans des livres d'histoire. On était en Normandie, là, la dernière fois qu'elle y était, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Et un de ses films qu'elle avait fait là-bas, c'était en 1954. Donc d'un coup, il y a ce rapport au temps et à l'immédiateté, d'ailleurs, à nos deux manières de travailler, qui s'affrontent constamment. Donc on fait que s'engueuler énormément. Et moi, j'aime les collaborations parce que ça vous oblige. Vous savez, essayer de faire de l'art demain, c'est très facile. Vous faites n'importe quoi et vous dites c'est de l'art, et puis c'est de l'art. Mais d'un coup, essayez de collaborer avec quelqu'un, et la notion du n'importe quoi change vraiment en fonction de l'autre. Puisque l'autre va dire ouais, non, mais bien, on le fait pas comme ça. Et tu te dis, si, vraiment, ce n'importe quoi là est mieux que le ton n'importe quoi. Et en fait, collaborer, c'est très dur parce que ça vous oblige à trouver une raison en n'importe quoi. Et donc, tous les jours, elle me dit ouais, viens, non, on marche par là sur la plage. C'était hier, ça. Il y avait une tempête énorme. Je dis non, Agnès, viens, on marche vers la mer. Non, on marche par là. Personne n'a raison. Et il y a un moment, il y en a un des deux qui va gagner, et je vous laisse découvrir dans le film.
Bonsoir. Je voulais déjà te remercier énormément pour tout ce que tu fais depuis 15 ans. Tu es une grande source d'inspiration et de respect. Tu es un artiste engagé. Est-ce que, par exemple, ce que tu as fait sur le mur de la honte entre l'Israël et la Palestine, c'est une des plus belles choses qui a été faite dans la région. Est-ce que c'est ton engagement qui te pousse à faire ces projets artistiques, ou est-ce que c'est tes délires artistiques qui deviennent ton engagement ? Écoute, je pense que c'est, à la base, c'est beaucoup de naïveté et un peu de curiosité qui m'emmènent à aller voir des endroits. Et souvent, c'est des amis, tu vois. Le Proche-Orient, c'est un ami qui est juste là, qui s'appelle Marco, qui m'a dit « Tiens, ils construisent un mur gigantesque. » Et tous les jours, les gens me parlent de murs qu'ils ont vu à un endroit ou un autre. C'est vrai que d'un coup, j'étais là, j'avais jamais été là-bas, ils construisent un mur, allons voir. Bien sûr qu'en arrivant là-bas, il y a toutes les peurs, tout ce qu'on entend dans les médias, et puis la vraie situation sur place, qui fait que tu te demandes sérieusement si un projet artistique serait possible. Et donc souvent, le plus dur et mon plus gros frein, c'est celui qui est en moi, c'est de dépasser ma propre peur, de me dire je vais aller là-bas. En sachant que souvent, d'ailleurs à l'époque, quand on demandait est-ce que ça serait bien, on pensait faire quelque chose là-bas, oh là là, non, on fait pas quelque chose là-bas, tu te rends compte ce qui se passe, il y a 40 ans qui se déchirent, qu'est-ce que tu veux faire là-bas, c'est l'endroit le plus dangereux du monde, etc. Il n'y avait rien qui poussait à... Donc au final, quel est le plus gros échec? C'est de partir là-bas et d'avoir une mauvaise expérience ou que le projet se fasse pas. Et en fait, en allant là-bas, c'est souvent tout l'inverse qui se passait. C'est-à-dire que la manière dont les projets se passent, c'est juste on demande aux gens, il n'y a pas vraiment d'autre chose, puisque à un moment on a essayé, je me rappelle, on a été voir les gens près du mur, et on a demandé à un des soldats, on a dit bonjour, le mec il me dit bonjour, il dit ça va, ouais ça va. Et il dit écoute voilà, imagine, on vient là genre demain, et on se gare là-bas, tu vois, où il y a des voitures, on descend, machin, le mec il est là, etc. Ouais, ok. Et dit, donc on met un petit chariot avec des roulettes et on descend la colle sur le truc et on la fait rouler comme ça. C'est juste de l'eau avec de la colle. Et le mec il dit ok. Et là, on sort une affiche qu'on déroule et ensuite on la pose sur le mur et on la colle comme ça. C'est juste du papier et on la colle. Et le gars dit, n'y pensez même pas. Même pas en rêve, même pas tu me payes, rien du tout. Vous ne vous approchez pas de ce mur. Donc on va voir, on se dit bon lui il n'était pas très sympa, on va voir un autre et on lui explique la même chose et en fait c'est pas possible. Donc on va voir les gens et les gens ils disent ouais carrément prends ma photo et tu la mets, prends ma photo. Et en fait tous les gens sont super excités à l'idée de faire des conneries. Non, c'est juste que vous essayez pas, demandez aux gens s'ils sont excités à l'idée de faire quelque chose qui peut autoriser, vous verrez en fait tout le monde est super content de le faire. Sauf que là-bas on le faisait vraiment comme ça, sauf que les gens, à un moment, il y avait un vrai moment de sérieux et ils disaient « Moi, je t'ai donné mon portrait, tu peux mettre mon nom dessus, maintenant tu le fais. » Et ça met vraiment la pression. Et donc, faire les photos, c'était super facile. Vraiment, on a fait les photos des deux côtés. C'était des gens qui faisaient le même métier de chaque côté. Israéliens et Palestiniens, donc un taxi, un étudiant, un enseignant, etc. Et ensuite, quand on est revenu là-bas, le premier jour, on s'est un peu planté. C'est-à-dire qu'on a choisi une ville un peu compliquée pour commencer. Et donc, les gens nous ont dit « Ouais, vas-y, prends mon côté, là, vas-y, tu peux coller. Oui, sur les stores fermés, vas-y. » Et en fait, 2 secondes après, l'armée est arrivée, nous a arrêtés, et nous a fait un avis d'expulsion. Et donc, on s'est fait jeter dans la rue comme ça, et on avait 15 jours pour partir. Donc, on s'est tous regardés, on a dit « Bon, si on a 15 jours pour partir, c'est le moment de coller le plus d'affiches possible avant de partir. » Et là, on a été voir tous les gens, et on dit voilà, on a ce projet, il faut vraiment que vous nous aidiez, on aimerait coller, c'est des gens d'ici, qu'on a photographié, etc. Mais c'est qui ces gens? C'est deux taxis, c'est juste 2 taxis, on voulait les coller en grand. Mais oui, mais prends mon mur, mais j'ai pas d'échelle, mais attends, viens, on va demander à un tel. En fait, les gens nous aidaient, posaient l'échelle, nous aidaient à coller, monter par leurs fenêtres. Et ensuite, beaucoup plus de gens s'arrêtaient dans la rue et disaient mais qu'est-ce que vous faites? Non, c'est juste, ils collent 2 taxis, c'est des artistes, ils viennent de France. Ah bon? Et il y en a un qui à un moment demandait mais qui sont ces 2 taxis? Et là, donc, on a dit, voilà, c'est un taxi israélien et un taxi palestinien. Et il y avait un silence. Et en fait, personne ne savait qui était qui. Donc, je disais, ok, lequel est lequel? Et en fait, ils ne se reconnaissaient pas. Et la plupart du temps, ils se trompaient. C'est lui, l'Israélien, c'est lui, mon frère. Et à chaque fois, ils se plantaient, c'est pas grave, t'as une autre chance. Donc, pendant qu'on faisait ça,
Marc était là, il leur montrait d'autres photos, et les mecs avaient une chance de se rattraper, et à chaque fois, ils nous disaient, ici tu peux le faire, mais de l'autre côté, jamais ils te laisseront. Et quand on était de l'autre côté, c'était exactement la même situation, exactement les mêmes choses. Et nous, en tant qu'étrangers, je parle à vous tous ici, on a cette chance de pouvoir aller d'un côté et de l'autre, avec notre passeport, et de pouvoir prendre un café d'un côté, et une demi-heure après, prendre un café de l'autre. Ce que les gens là-bas ne peuvent pas faire, donc ils ne se voient qu'à travers les médias. Donc à ce moment-là, bien sûr que on n'est pas là pour réinventer ce qui se passe là-bas. On n'est pas là pour dire que ce qui se passe là-bas n'est pas vrai, de ce qu'on entend dans les médias ne sont pas vrais, mais juste l'expérience que nous, on a eue sur place, elle était différente de tout ce qu'on avait entendu. Et l'idée, c'était pas de rentrer, de dire que tout est faux, mais juste de rentrer, de dire, mais allez voir par vous-même. On rentre pas en héros en disant on a réussi à le faire, on dit en fait c'était super facile. On s'est juste planté le premier jour, allez pas là-bas. Mais sinon, tous les autres jours, les gens nous ont aidés, on est rentré avec des coups de soleil. Et en fait, il y a des années après, il y a un mec qui fait des voyages en France, qui voyagise, donc qui vend des billets d'avion, des voyages, etc. Et qui a vu le documentaire à la télé sur ce projet. Tard la nuit, il passait à 3h sur Arte. Il nous a envoyé un email. Bonjour, voilà, tant de personnes sur temps partent via mon agence, mais je les envoie qu'en Israël. J'ai jamais pensé envoyer des gens en Palestine alors que j'envoie des gens dans quelques coins du monde. Est-ce que vous pourriez m'aider, me dire un peu plus ce qui se passe là-bas? Et nous, on a répondu, salut mec, bah t'as qu'à y aller. Voilà le nom des gens qui nous ont aidés sur place. Et ben il a vraiment fait. Il est allé là-bas, il a rencontré les gens, il est rentré. C'était une histoire incroyable. Et donc on l'a rencontré. Il dit, vas-y, raconte-nous. Ah oui, j'ai vu Eyman, j'ai vu Wissam, j'ai vu un tel, ils m'ont raconté le projet, il y a des endroits incroyables. Et d'un coup, il avait été par lui-même, il avait vu, et il m'a demandé, il m'a dit, écoute, est-ce que vous accepteriez, vous, toute l'équipe, que j'utilise vos images pour faire un catalogue de voyage Israël-Palestine? Parce que ça n'existe pas. On peut aller en Israël faire du tourisme, mais on peut aller en Palestine que faire des voyages religieux, donc aller voir où est né le petit Jésus, ou alors faire des voyages politiques, aller voir où sont les camps. Mais on ne va pas voir la Palestine juste pour rencontrer les gens. Et on lui dit, écoute, nous on ne fait pas de commerce comme ça, on s'associe avec aucune marque, etc. Il dit, non, mais on le donne gratuitement, c'est juste l'idée que c'est possible de faire. Et on dit, ok, si c'est ça, si le catalogue est gratuit et que les gens peuvent le prendre et y aller par eux-mêmes, pourquoi pas. Et on a fait la conférence de presse dans mon atelier à Paris. Il y a eu beaucoup de journalistes qui sont venus, mais des sections politiques, société. C'était pas des journalistes du tourisme qui étaient là. Et donc j'ai raconté un peu dans ces mots là, ce qui s'était passé et comment on s'était rencontrés. Et tout de suite, il y a une dame du monde qui s'est levée et qui a dit, écoutez, je vous arrête, si ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout ce qu'on raconte tous les jours est faux, je trouve ça vraiment alarmant, etc. Comment pouvez-vous envoyer des gens là-bas? Et là, tout de suite, il y a la dame qui était là, qui représente le tourisme palestinien, qui s'est levée et qui a dit, écoutez, moi je vous arrête, je pense que c'est très important que les gens viennent voir par eux-mêmes. Rien n'empêche aux Israéliens, enfin aux touristes qui viennent en Israël de passer de l'autre côté, de venir voir par eux-mêmes. Et ce jour-là, il y avait aussi quelqu'un de l'ambassade israélienne qui était là, il a dit, je ne sais pas ce qu'en pense mon homologue israélien. Et d'un coup, les deux qui n'avaient pas prévu de parler se sont retrouvés à parler. Il lui a dit, écoutez, c'est tout à fait possible que les gens viennent, c'est complètement légal, c'est d'ailleurs c'est pas interdit d'y aller, donc on serait ravis que les gens qui viennent ici aillent aussi visiter nos voisins. Et d'un coup, l'idée, elle est née. Non, il demandait s'il y avait un mécène derrière. Alors, c'est un point très important parce qu'en fait, au début, j'en parlais jamais, je me rendais pas compte. Par exemple, quand on est parti au Proche-Orient, c'était moi mes tout débuts, j'avais vendu que quelques photos et j'avais réinvesti l'argent dedans et tous mes amis avaient payé leur propre billet d'avion, on avait juste loué une voiture et on dormait chez les gens. Et imprimer ces grandes photos coûtait pas si cher, donc on avait un copain qui avait un atelier à Paris et qui nous le faisait au plus bas prix. C'est comme ça qu'on est parti avec les rouleaux en bagage à main. Et puis petit à petit, dans les projets, on a commencé à monter une équipe et à voyager un peu partout dans le monde. Et effectivement, là, les marques qui ont vu qu'on recouvrait les murs partout dans le monde se sont dit, tiens, nous ont contactés. Alors, je vous rassure, jamais une marque de pétrole nous a contactés, ou peut-être qu'on n'a pas vu l'email passer, mais des marques de vêtements, des marques de shampoing, tout ce que vous voulez. Et depuis le début, d'ailleurs, depuis le projet des Bosquets, la première fois qu'on avait été contacté, c'était pour une marque de basket, et on s'était vraiment posé la question, parce qu'elle était prête à payer de l'argent pour utiliser cette image, et nous, on n'avait vraiment pas d'argent, donc on se dit, ça c'est génial, on va pouvoir vivre de ça. Et puis à un moment, il y avait un truc qui
qui sonnaient pas juste, parce que tout ça on l'avait fait avec les jeunes, etc. C'était leur portrait. On voyait pas pourquoi on allait d'un coup mettre une virgule ou 3 barres dessus. Il n'y avait aucun rapport, donc on a refusé. Et puis petit à petit, on a commencé à se dire non, en fait, tant que ça fait pas sens, on le fera pas. On n'a rien contre les marques, c'est pas ce qui empêche de porter une marque ou une autre, mais juste, on va pas leur laisser prendre cet espace qui est l'unique espace de liberté. Et déjà que moi, je viens voler l'espace dans la rue quand je prends, c'est pas pour laisser la place à des publicitaires. Donc, je me suis toujours retiré des marques, et donc il a fallu construire un autre modèle. Et ce modèle-là, il est très fragile, mais en fait, c'est uniquement par la vente de mes œuvres et des livres et des lithographies qu'on finance tous les projets. Donc on a toujours fait en fonction de ce qu'on avait et jamais en fonction de ce qu'on pourrait avoir. Donc tous les projets se sont faits comme ça, tous les projets se sont faits en système D. Et en fait, c'est possible. Je ne dis pas que c'est toujours possible. Il y a plein de projets, alors peut-être qu'on ne les voit pas, mais qui avortent parce que d'un coup, il n'y a pas les budgets. Je ne vous dis pas le nombre d'expos qu'on annule parce que maintenant, les musées ont plus l'argent forcément, et tu es bien placé pour le savoir, pour financer des expos. Donc c'est souvent des marques qui financent derrière. Et en tout cas, moi je me sens une responsabilité de garder une distance avec ces marques. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expos qu'on ne fait pas à cause de ça, parce qu'il y a un sponsor. Et souvent, je me rappelle quand j'avais fait, il y a 7 ans, une œuvre sur la Tate moderne, j'étais très excité à l'idée de recouvrir la Tate moderne. Et donc, je ne me posais pas de questions. J'étais derrière cette énorme institution. Je me dis, c'est génial, on va recoller sur la Tate moderne. C'était d'ailleurs la photo du mec qui tient sa caméra comme une arme. Et je savais qu'il y avait un sponsor, mais je n'avais pas fait plus attention. Je me dis, ça va, c'est derrière la Tate moderne, on sera tranquille. Et d'un coup, je me rappelle, on était avec les autres artistes et on a vu qu'on était sur le site d'une marque de voiture. Alors, à l'époque, c'était Nissan Qashqai. Donc, c'est vraiment un c'est-à-dire Nissan, et puis c'est un modèle de voiture qui s'appelait Qashqai. Et on était, nous, chaque artiste, dessus. Donc on a été voir les gens du musée, on a dit hey, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a rien à voir avec cette marque, et on se retrouve sur ce site. Et donc ils se sont dit non, mais c'est les sponsors. Et d'un coup, le communiqué de presse est sorti, c'était pas la Tate moderne présente les artistes avec le soutien d'eux, c'était la marque Nissan Qashqai présente à la Tate moderne les artistes. Et à ce moment-là, on a tiré une sonnette d'alarme, on a tous dit, nous on se retire de l'expo. Et on a arrêté, on a descendu des grues, et on a dit on ne touche plus aux grues tant que tout ça n'est pas retiré. Et à ce moment-là, le directeur de la Tate moderne a fait une lettre d'excuse, et tout est sorti du site. Mais ces jours-là, et c'était assez longtemps pour que ça me marque vraiment, je me suis dit, c'est quelque chose dont il faut être conscient. On ne peut pas juste avancer et laisser comme ça les marques prendre d'assaut son travail. Maintenant, chaque artiste fonctionne comme il veut, et donc je ne dis pas que c'est la seule manière de fonctionner, mais en tout cas, je dis que si des artistes le font, il faut faire très attention. Parce que ce qui est important, et la chose première qui vous draine quand vous êtes artiste, c'est d'exprimer quelque chose de très personnel, une rencontre, un voyage, une inspiration. Et le sens premier d'une marque, c'est de vendre un produit. Donc pourquoi pas, il y a des fois des ponts qui peuvent se faire, mais moi j'ai jamais vu un pont qui me paraissait suffisamment clair et limpide pour que je vous montre tout ce film et qu'ensuite que ça soit sponsorisé par Nike qui a rendu tout ça possible. Même si ça changerait qu'une ligne générique, pour moi ça changerait tout le sens et tout l'engagement que les gens du quartier ont pris en donnant de leur temps, en donnant de leur contexte, là où ils vivent, leur histoire, etc. Parce qu'ils avaient envie de la partager pour ce qu'elle est et non pas pour le produit qu'elle pourrait vendre. Alors, je souhaiterais rebondir sur cette question pour remercier le Club Élysée pour le soutien ce soir de cette exposition et remercier particulièrement JR pour ton amitié et ton engagement. Merci. Merci, je voudrais... Je voudrais remercier aussi mon équipe qui est là. Il y a Marco, Nathalie, Marc, Julie, Émile qui sont là, il y a Franck, il y en a plein d'autres, Alexis, qui ont collé avec nous, et un peu partout dans le monde. Voilà, je vous remercie, il y en a beaucoup d'autres qui sont pas là cette fois.
Merci beaucoup, merci à vous, merci à l'Élysée. Il ne faut pas hésiter de revenir nous trouver avec des bonnes idées comme ça, même à 10 jours de l'événement. Ce sera toujours avec plaisir. Merci à vous d'être venus à la Cinémathèque et à bientôt.